Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cet événement, la signature officielle de l'accord COP régional Centre-Val de Loire. On aurait tous aimé partager ce moment ensemble, en présentiel comme on dit. Mais bon, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur et on va essayer de vous faire vivre cet événement au mieux à distance, puisque les temps nous y obligent. Quelques éléments peut-être de sommaire de cette matinée que nous allons passer ensemble. On va débuter l'événement avec des interventions de François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, Charles Fournier, vice-président du Conseil régional Centre-Val de Loire, Sabrina Hamadi, qui est conseillère régionale déléguée à la COP régionale, et ils vont nous rappeler toute l'ambition de cette COP régionale, le contenu de l'accord COP qui a été adopté en session plénière le 15 octobre dernier, et puis également les prochaines étapes de cette COP, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un premier plan, un premier point d'étape, mais pas un bilan. Cette COP, elle se poursuit, elle s'inscrit dans le temps long et puis désormais dans le temps de l'action. Nous aurons ensuite le plaisir de retrouver pour une table ronde l'ensemble des partenaires de la COP régionale. Ils seront représentés, ces partenaires, donc par Olivier Sichel, directeur général de la Banque des Territoires, Véronique Andrieux, qui est directrice générale de WWF France, Arnaud Leroy, président de l'ADEME, sera représenté par Mohamed Amjadi, qui est directeur régional donc de l'ADEME. Federica Miliardo sera là également, elle est présidente du conseil scientifique de la COP régionale. Et puis Thierry Martignon, directeur régional de BPI France. Et puis pour rappel, cet événement donc est retransmis en direct. Vous êtes déjà nombreux à nous regarder sur Facebook Live, également en streaming sur le site de la région. Et puis il sera disponible en vidéo, en replay, donc sur le site de la COP régionale. Donc matinée dense, et on va pas perdre de temps et on va commencer sans tarder. Donc je vais me tourner vers François Bonneau, donc président de la région Centre-Val de Loire. Monsieur le Président, la région donc a lancé il y a maintenant 2 ans sa COP régionale. Donc c'est un dispositif qui se voulait innovant, collaboratif, qui cherchait à initier, à accompagner la mobilisation des acteurs sur ces enjeux, donc climat, énergie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels étaient les grands principes directeurs de cette COP ? Tout d'abord, un immense plaisir de saluer tous les participants à cette rencontre avec une part de distanciel que chacun déplore, mais qui ne nous empêche pas d'avancer. Oui, la COP est un élément assez fondamental de l'engagement de la région. Fondamental parce que nous considérons que la transition énergétique, la transition environnementale constitue à la fois une obligation, d'aucuns diraient une ardente obligation, et que cette obligation est une chance pour nos territoires, est une chance pour le développement économique et social de notre région, plus globalement du pays. Mais que, en tant que principe, nous ne parviendrions à réduire la production de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Nous ne parviendrions à enrayer la réduction de la biodiversité. Nous ne parviendrions à diversifier les sources d'énergie en respect de la planète que s'il y avait une démarche collective. C'est à la fois une affaire individuelle, c'est notre conviction, mais c'est une affaire collective et on se réjouit de voir un grand nombre d'associations qui se mobilisent. C'est une affaire qui est une affaire économique. Ça n'est pas anti-économique de penser la planète, de protéger la planète. C'est au contraire l'occasion de développer de nouvelles activités. C'est également un engagement qui est citoyen, politique, au sens de chacun et au sens de l'ensemble et de la région. C'est quelque chose qui va se jouer avec les autres collectivités territoriales. Et donc, il y a dans cette démarche de COP quelque chose de transversal, quelque chose de fondamental et de transversal, quelque chose qui doit impliquer toute une région. Second principe, ça n'a de sens une COP, après ce qui a été évoqué au niveau international, les grands accords internationaux que nous espérons voir respectés, ça n'a de sens que si ça se transforme en action. Et c'est ça l'étape d'aujourd'hui. L'étape d'aujourd'hui, c'est à la fois reconnaître tous les engagements qui sont d'ores et déjà pris par les territoires, par les acteurs économiques, par les consortiums qui se forment, etc.
Pour quelle action? Pour quel résultat? Le vrai juge de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous verrons demain en termes de performance énergétique, en termes de réduction. Et donc, aller à l'action. Et pour aller à l'action sur un sujet aussi transformateur, aussi transversal, il est évident qu'il nous faut nécessairement travailler collectif. Penser d'autres systèmes d'organisation de nos coopérations. Penser une nouvelle articulation entre l'impulsion publique et les acteurs économiques privés. Je prends un exemple. Lorsque la région décide de faire monter en performance 60 de ces 100 lycées, c'est quelque chose d'hyper concret. Un autre exemple concernant la jeunesse. Lorsque nous avons non seulement l'ambition, mais que nous mettons en place des dispositifs qui vont permettre des COP dans chaque lycée, dans chaque CFA, dans chaque université, etc., pour que les jeunes, notamment, s'engagent avec des objectifs concrets d'organisation, etc. On veut rendre tout cela hyper concret. C'est la COP en action et c'est une étape de cette COP en action que nous mettons en œuvre. Et puisque ça doit être partagé, nous le faisons de la manière la plus collaborative et coopérative qui soit. Merci. Donc, il s'agissait donc, à travers cette COP, de répondre aux défis de la lutte contre le changement climatique, mais aussi avec un souci de justice sociale. La région avait fixé les caps en définissant son STRADET, assorti de nombreux objectifs dans de différents domaines d'intervention. Donc, quels sont, selon vous, les enjeux peut-être prioritaires auxquels notre région, Centre-Val de Loire, doit répondre? Vous avez raison de marquer dans votre question qu'il n'y aura pas de progrès dans la protection de la planète, dans la réduction s'il y a des injustices ou des inégalités dans la manière d'y aller. Ça doit véritablement être quelque chose qui se vit, qui se met en œuvre en solidarité. Il ne doit pas y avoir des perdants et des gagnants dans cette affaire. Et si nous ne parvenions pas à faire en sorte que ce soit, notamment pour les personnes qui sont en situation de plus grande précarité, notamment par rapport à des PME, notamment par rapport à des petites communes, notamment par rapport à des associations qui sont fragiles, si nous ne parvenions pas à faire que cette COP, cette mise en action, soit une chance pour aller vers plus d'égalité, ce serait, à mon avis, totalement un échec. Et donc, la mobilisation aujourd'hui, elle est de faire en sorte que sur tous les territoires, nous puissions avoir des acteurs, citoyens, organisations qui aient toutes leurs chances, qui prennent finalement ce mouvement vers la transition énergétique comme une chance pour dynamiser leur action, pour avoir une place dans ce monde de demain qu'il nous faut organiser avec moins d'inégalités, moins d'injustice. Mais donc sur le volet des enjeux, il y a des enjeux qui sont propres à notre région. Bien sûr, il y a la diversité de la production énergétique, par exemple, qui est considérable. J'ai parlé de la consommation tout à l'heure avec la performance énergétique des bâtiments. On a mis avec l'État dans le plan de relance beaucoup de choses pour la performance énergétique des bâtiments. C'est une chose. Mais il y a aussi les aspects de la recherche, il y a aussi les aspects de la production d'énergie. Nous devons faciliter, impulser des productions d'énergie de plus en plus diversifiées. C'est le lien entre agriculture et production et méthanisation. C'est la mise en place dans les constructions de panneaux photovoltaïques. C'est le développement sur la mobilité d'énergie qui sont des énergies renouvelables. Ça transforme beaucoup de choses, ça transforme nos modes de vie, ça transforme nos modes d'habitat, ça transforme nos modes de mobilité, ça transforme également nos modes de production. Donc c'est dans tous ces domaines qu'il nous faut agir. Vous avez parlé donc de cette énorme mobilisation des acteurs de tout le territoire. Donc il faut répondre, et vous l'avez dit, il faut répondre collectivement à ces défis qui s'offrent à nous. Est-ce que du coup c'est une sorte de nouveau contrat qui se noue entre les élus régionaux et les habitants, tous les habitants de la région pour l'avenir? Oui, c'est un contrat qui vient de loin. Lorsque la région, qui soutient beaucoup les collectivités territoriales, avec notamment ces contrats régionaux de solidarité territoriale, a dit il y a plus de 10 ans, nous voulons que cette intervention soit au service de la préservation de la planète et de la montée en puissance de tous les dispositifs qui sont les dispositifs de performance énergétique. On a dit 15%
minimum des contrats seront consacrés à cet aspect de la performance énergétique, de la production et de la performance énergétique. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités nous proposent des contrats qui vont se situer au-delà des 15%. Et donc, oui, c'est une manière d'engager, mais pas contrainte. Vous disiez tout à l'heure, on y va avec le cœur, on y va avec le cœur et on y va avec la raison. On y va avec le cœur et la raison. Les deux se rejoignent dans la prise en compte de cet enjeu de la performance énergétique. On a un nouveau mode de développement, un nouveau mode de croissance dans un certain nombre de secteurs qui sont à l'œuvre et qui transforment, la vie économique. Les entreprises sont aujourd'hui en train de se mobiliser, moi je le vois à travers DevUp, sont en train de se mobiliser pour utiliser de l'énergie qui soit différente, sont en train de se mobiliser pour aller vers l'économie circulaire, sont en train de se mobiliser pour que on n'ait pas production, déchets et on oublie les conséquences des déchets. Donc oui, c'est une nouvelle organisation, un nouveau mode de production. C'est la même chose sur l'agriculture. Quand on dit circuit court, c'est bien évidemment pour donner de la vitalité au territoire, mais c'est aussi, bien évidemment, quelque chose qui va permettre d'avoir un autre rapport avec l'environnement si on n'a pas des poids lourds par colonne qui traversent la France et l'Europe. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais me tourner vers Charles Fournier. Donc, Charles Fournier, vice-président de la région, délégué à la transition écologique et citoyenne, à la coopération. Donc, ce processus de mobilisation territoriale dont vient de parler François Bonneau, qui aboutit à la rédaction donc de l'accord COP qu'on signe aujourd'hui, qui a été adopté le 15 octobre dernier, donc en session plénière. Il faudrait nous en présenter les principales composantes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Peut-être le premier point, c'est de rappeler qu'une COP, c'est une conférence des parties et que l'enjeu à travers le processus original, nous sommes une des premières régions à avoir initié ce type de démarche, c'était de réussir à mobiliser toutes les composantes de notre territoire, toutes les parties prenantes. Et l'accord est finalement l'accord entre toutes ces parties prenantes. Et donc c'est peut-être le sens premier qu'il porte, c'est de dire nous sommes tous engagés, nous allons tous dans la même direction, essayer de nous réaligner sur les trajectoires qui s'imposent à nous, trajectoire mondiale, trajectoire européenne, trajectoire régionale, à tous les étages. Nous avons des objectifs et nous devons essayer de nous aligner sur ces objectifs. Cet accord ensuite comprend le bilan de tout ce qui a été fait depuis 1 an et demi, depuis que nous avons lancé ce processus. Je n'ai pas le temps de développer, mais beaucoup de choses ont été faites. 171 événements labellisés pour parler de la COP, pour parler des sujets liés au climat, à la biodiversité, aux ressources naturelles. C'est plus de 315 coopérateurs qui sont en train de démultiplier la COP dans les territoires. C'est des coalitions d'acteurs qui sont engagés pour travailler autour de cette COP. Donc, un bilan. Deuxième élément, dans cet accord COP, nous avons un accord de méthode. De quelle façon allons-nous tenir tous les engagements qui sont pris dans cet accord? Comment allons-nous en mesurer l'effet? Comment allons-nous vérifier que nous allons dans le sens des trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de préservation de la biodiversité? Donc cet accord de méthode intègre par exemple la présence d'un conseil scientifique, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, une sorte de GIEC régional pour suivre, mesurer, évaluer l'impact de ce que nous faisons. Deuxième aspect, pour cet accord comprend évidemment des engagements pris par des acteurs. Et aujourd'hui, il y a plus de 250 acteurs qui sont engagés dans le processus de la COP. C'est une première étape qui est franchie, ça ne s'arrête pas, c'est constant. Vous pouvez continuer à vous engager. On attend encore évidemment d'autres engagements, mais c'est important d'avoir déjà ce niveau de participation qui est important. Et puis troisième aspect, tout à fait important, c'est aussi des dispositifs financiers pour accompagner ces engagements, pour accompagner les engagements qui ont besoin d'être appuyés d'un point de vue d'une ingénierie technique, tout comme d'une ingénierie financière. Donc on retrouve dans cet accord toutes ces dimensions. Je terminerai juste en disant que dans l'accord, et c'est important, nous avons aussi des éclairages qui nous ont été apportés par notre convention citoyenne pour le climat en région Centre-Val de Loire, parce qu'on a parlé beaucoup de la convention nationale, elle était d'ampleur, mais en région, nous avions initié avant un panel de citoyens qui a apporté sa contribution concrète à l'accord. Et puis enfin, l'avis du conseil scientifique, dont nous parlerons juste après avec Federica Mingliardo. C'était très important d'avoir ce regard scientifique sur ce que contient cet accord. Voilà, donc un bel accord, beaucoup de pages à lire, mais je vous invite vraiment à rentrer dans le détail, c'est extrêmement riche. Et puis surtout, donc, comprendre que la signature de cet accord, c'est l'aboutissement de ce qu'on peut appeler peut-être le premier cycle de la COP, mais la COP, elle se poursuit, donc vous l'avez dit, la mobilisation, chacun est appelé à se mobiliser, chaque habitant, qui l'aurait déjà fait, est appelé à s'engager. Les
coalitions sont en train de se monter un petit peu partout. Elles sont en train de définir des modalités d'action pour accélérer. Donc on est vraiment dans cet objectif d'accélération de la transition énergétique écologique. Pourquoi est-ce que c'est si important que la COP s'inscrivent donc dans une mécanique continue, une mécanique qui se poursuit en permanence et qui s'améliore en permanence? Je crois que la première raison, c'est que nous sommes au moment d'un changement culturel, d'une transformation de modèle. C'était dit par le président en introduction. Et donc ça ne se fait pas à un moment donné par un événement. La COP n'est pas un événement. La COP est un processus de changement. Donc ça suppose de mobiliser tous les acteurs de façon continue. Puis peut-être il y a une deuxième raison, c'est qu'on parle souvent d'urgence. Il y a à la fois urgence, mais il y a en même temps être capable de tenir dans le temps long toutes ces transformations. Il faut réussir les deux. Donc on sait, je dis souvent que c'est un peu une nouvelle danse qu'on invente avec un pas de côté, puis un pas en avant rapide et un pas de côté pour faire autrement, nous organiser autrement, pour pouvoir répondre à des défis qui sont majeurs. Beaucoup de choses se font, mais quand on en fait la somme, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça prouve bien qu'il nous faut nous organiser différemment. Ce processus, c'est tous les 2 ans. Nous reviendrons sur l'accord, son contenu, nous mesurons ce qui a été fait, les engagements qui ont été pris, ont-ils eu un effet? Nous adapterons la méthode, nous adapterons les financements. Donc on est bien dans un processus de temps long, de mobilisation des acteurs, de changement culturel et de changement organisationnel, et c'est ça qui est important. Alors, si je reprends un peu ce que vous avez dit tous les deux, donc on a un SRADET qui a fixé des objectifs sur ces enjeux climat-énergie au niveau régional. Il y a cette COP qui finalement définit les outils qui vont permettre d'accompagner ces changements, puis qui permet aussi de recenser l'engagement de la société civile. Quelles sont les prochaines étapes pour la COP ? Prochaines étapes, session du Conseil régional au mois de février, où nous allons présenter des dispositifs concrets pour accompagner la mise en œuvre. Je vais en citer 3, et puis je parlerai d'un 4e, mais qui est un petit peu différent. Le premier que nous allons mettre sur la table, c'est un dispositif qui existait, mais que nous allons transformer, qui s'appelait Manifestation et mobilisation pour l'écologie, et qui deviendra Manifestation pour la transition écologique et le climat, qui va permettre d'accompagner des défis citoyens pour s'engager dans le cadre de la COP, qui va permettre d'accompagner des coalitions d'acteurs qui travaillent sur des sujets où il faut avancer plus vite, et qui va permettre aussi d'accompagner des manifestations qui vont porter cet enjeu de la COP. Un premier dispositif important pour continuer la mobilisation. Le deuxième, il nous faut accompagner les engagements. Nous aurons donc un appel à manifestation d'intérêt qui va permettre des investissements sur des projets matures, qui va permettre de l'incubation sur des projets qui méritent encore d'être travaillés, d'innovation écologique, et puis enfin l'aide à des stratégies de transition pour les entreprises, les associations, les collectivités. Et enfin, pour terminer, nous aurons un peu plus tard, à l'automne prochain, possiblement, en tout cas ça sera soumis au vote dès février, un budget participatif pour le climat, ma solution pour le climat, pour permettre aux habitants d'être partie prenante, de porter des actions concrètes pour faire avancer le sujet qui est devant nous. Je voudrais juste terminer en disant que tout ça fonctionne aussi si on arrive à mobiliser les territoires, les habitants, les collectivités. Et pour ça, on a mis en place des dispositifs importants pour accompagner cette mobilisation. J'en cite juste un. Nous avons lancé un dispositif de volontaires pour le climat à travers le service civique qui nous permet, avec des associations comme Concordia ou Unicité, d'accompagner des cohortes de jeunes engagés pour le climat qui vont porter cette parole auprès de leurs pairs PAIR, vous l'avez bien compris. Et donc ça, c'est très important. C'est à ce prix-là que la COP va s'installer partout dans les territoires et qu'elle sera, je l'espère, évidemment une réussite. Explication, partage, etc. sans arrêt. Il y a des ateliers, ça c'est le temps zéro. Je vais peut-être me tourner justement vers Sabrina Hamadi, donc conseillère régionale. Vous êtes déléguée à la COP régionale, donc vous avez suivi tout ce qui s'est fait et vous allez nous présenter donc ces ateliers qui démarrent dès maintenant, dès à présent et jusqu'à la fin du mois de mars. Donc des ateliers dans tous les domaines pour faire partager la méthode, les outils, tout ce qui peut être fait et comment chacun peut s'engager justement. Non, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors effectivement, la semaine, la COP régionale, elle va être ponctuée par les semaines des ateliers Cap sur la COP. Il y aura 25 ateliers au total effectivement qui vont être faits de février à mars. Le but c'est de réunir tous les acteurs dans toute leur diversité et de faire sens tous ensemble, créer de l'intelligence collective qui doit avoir lieu. Je voudrais juste donner à titre d'exemple quelques ateliers sur lesquels effectivement vont être accentués. Je pense par exemple à des ateliers pitch de coalition. Donc le but de ces coalitions, elles sont ouvertes à tous.
tous. Et ces ateliers ont pour but de mieux comprendre les objectifs, les plans d'action que l'on peut mettre en place. Et puis ça va permettre aussi aux acteurs de s'engager à leur côté dans des groupes d'action avec des thématiques aussi sur l'énergie-mobilité, la biodiversité, sur l'économie circulaire. Et puis il y aura aussi un autre atelier, par exemple, comment financer des projets portés par les collectivités, puisque nous avons eu des nouvelles élections municipales. Ça permettra aux nouveaux élus, aux agents de s'approprier les financements. Il y aura aussi un autre atelier spécifique sur les financements, par exemple européens, où effectivement que les acteurs puissent se saisir de ces financements pour accompagner les projets. Il y aura aussi, par exemple, crise sanitaire, climatique et égalité hommes-femmes, le rôle des femmes dans la crise sanitaire et climatique qui seront dedans, donc le 8 mars. Il y a aussi l'écologie industrielle et territoire pour coopérer, pour vous développer. Le but, c'est de viser à optimiser nos ressources d'un territoire, qu'il s'agisse d'énergie, eau, matière, déchets, mais aussi d'équipements ou de ressources humaines. Et puis, il y aura un retour d'expérimentation qui a été fait sur 7 territoires pilotes de la région Centre-Val de Loire. Voilà. Il y aura aussi également les présentations défis citoyens pour le climat. Pourquoi lancer un défi citoyen pour le climat? Comment on peut le déployer? Il y aura des témoignages, des retours d'expérience. Il y aura un web binaire dédié aux panélistes pour partager en détail les éléments de leur avis qui ont été intégrés dans leur COP et puis de voir effectivement leur expérience et le fonctionnement dessus. Et puis il y aura aussi un atelier sur les achats responsables, comment s'engager dans une démarche de labellisation relations fournisseurs et achats responsables. Je précise que la région effectivement a été labellisée achats responsables dessus. On partagera également notre expérience et puis on verra comment on peut emmener tout le monde dans cette dynamique-là. Donc vous voyez que le but effectivement c'est de réunir, c'est d'informer, c'est de faire sens ensemble, c'est d'associer les citoyens, mettre tout le monde en réseau pour effectivement continuer à développer nos défis. Vous avez bien compris que c'était bien constant et que le but, c'était encore de continuer. Alors, effectivement, on a été obligé de s'adapter un petit peu au contexte. Donc, tous, effectivement, nos ateliers seront en webinaire, en visio. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la COP et également sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, et vous êtes tous invités, c'est écrit dessus, tous invités. Donc, inscrivez-vous pour qu'on puisse vous donner les liens pour accéder aux ateliers quand c'est en virtuel. Merci beaucoup. On voit que là, c'est du pratico-pratique. On n'est pas du tout dans une COP stratosphérique, on est déjà dans l'action et dans des choses très pratiques. Merci à tous les trois donc, pour vos interventions qui ont permis de planter le décor. Donc, il était important de rappeler les enjeux de cette COP et comment elle commence dès maintenant. Elle est déjà dans l'action. On va poursuivre à présent avec une table ronde. Donc là aussi, on a mis un titre très engagé, tous acteurs, face à l'urgence climatique et sociale en Centre-Val de Loire. Donc je vais accueillir ceux qui sont en présence pour cette table ronde, pour nous accompagner. Ils peuvent nous rejoindre et puis on a certains de nos intervenants qui seront à distance, mais ça sera exactement la même chose pour vous et pour la discussion. Donc pour accompagner donc tout ce dispositif de mobilisation, la région, elle s'est entourée de partenaires de choix. Vous allez voir, pour faire de cette COP une réussite et avoir des partenaires de poids pour passer à l'action. J'ai donc le plaisir d'accueillir Olivier Sichel, qui est directeur général de la Banque des Territoires. Il est à distance. Est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il est bien avec nous? Oui. Apparemment. Très bien. Bonjour Olivier Sichel. Véronique Andrieux est également avec nous à distance. Elle est directrice générale de WWF France et elle accompagne WWF accompagne la COP depuis l'origine. Arnaud Leroy, président de l'ADEME, il est représenté par Mohamed Amadji qui est avec nous sur ce plateau. Je vais appeler ça un plateau, c'est un plateau. Également Federica Miliardo qui est présidente du conseil scientifique de la COP régionale. Bonjour Federica. Et Thierry Martignon, qui est directeur régional de BPI France et que nous voyons également à l'écran. Vous êtes là. Bonjour Thierry Martignon. Et je crois que je n'ai pas dit que Mohamed Amjadi, je n'ai pas dit que c'était l'ADEME, mais c'est bien sûr l'ADEME que vous représentez. Vous en êtes le directeur régional. Alors, on va commencer sans tarder cette table ronde. Je vais me tourner vers Olivier Sichel, donc qui est à distance. Ma première
première à distance, mais bien avec nous. Première question donc à vous. Est-ce que vous pouvez nous préciser le rôle de la Banque des Territoires donc dans le financement de la transition énergétique et écologique et pourquoi vous vous êtes impliqué si fortement donc au sein de la COP régionale? Absolument. Donc, je tiens à saluer le président Bonneau et puis le vice-président Charles Fournier. Nous, notre rôle est essentiel. Vous savez, la Banque des Territoires, elle rassemble tous les leviers de développement du groupe Caisse des dépôts en faveur des territoires. Et lorsque la région nous a appelés pour cette COP, nous savions que cet engagement était sincère, était réel. Je vais vous donner 2 exemples. En pleine crise Covid, au moment où on a lancé un fonds d'aide aux entreprises pour être en situation d'urgence, eh bien, la région Centre-Val de Loire a été la seule à dire « Moi, je vais faire une addition de 50% pour les entreprises qui, à cette occasion, vont repenser leur projet pour lui donner une dimension développement durable. » Et puis, lorsque on a travaillé au plan de relance, moi, j'ai fait le tour des régions et le président Bonneau et le vice-président Charles Fournier s'en souviennent certainement. On avait fait un déjeuner, c'était au moment où on avait le droit de refaire des déjeuners entre 2 confinements. Et je leur ai dit, voilà, le plan de relance que construit la Banque des Territoires, vous nous voyez intervenir où? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et ils m'ont dit tous les deux, la TEE, la transition écologique et environnementale, est fondamentale. Ce qui fait que nous avons lancé dans le plan de relance, ça revient à ce qu'on fait concrètement, un très grand plan de 40 milliards avec nos collègues de BPI France. Vous savez que c'est la banque cousine, hein, je salue Thierry Martinon. 40 milliards avec 2 faces. Une face à 20 milliards tournée vers les entreprises. Ça, c'est BPI France qui s'en occupe. Et je laisserai donc Thierry le développer. Et puis nous, une phase sur les territoires. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les territoires et qu'est-ce qu'on fait en Centre-Val de Loire avec cette partie donc, des 10 milliards? D'abord, on fait de la rénovation énergétique. De la rénovation énergétique et logements sociaux. Dans la région, c'est 2000 logements sociaux qui ont été rénovés. Et aussi de la rénovation des bâtiments publics. J'étais, il y a quelques mois, à Vierzon, avec le maire Nicolas Sansu, pour financer la rénovation de l'école Tunnel-Château. C'est des choses très concrètes pour les citoyens. Il y avait avant une école qui était une passoire thermique. Eh bien, on fait toute l'isolation de cette école afin d'éviter qu'elle émette des gaz à effet de serre. Donc, rénovation thermique, mais aussi investissement dans les énergies nouvelles renouvelables. Et dans plein de départements de la région Val-de-Loire, on déploie des parcs photovoltaïques qui vont permettre de produire plus d'énergie nouvelle renouvelable. Enfin, il y a un volet mobilité. On va déployer des bornes de recharge de véhicules électriques. Vous savez qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques. Encore faut-il pouvoir les recharger. Et puis financer des mobilités comme par exemple le tram à Tours. Eh bien, c'est la Banque des Territoires qui le finance. Donc, vous voyez des actions très concrètes en financement, un investissement auprès des territoires avec des projets décidés par le territoire. Donc nous, on était très, très impliqués avec notre directrice régionale, Julia Gat-Bakalovic, que je salue et qui a travaillé très ardemment à cette COP. Et qui n'est pas très loin d'ailleurs. Elle est près de nous et elle vous écoute. Donc, je vais revenir quand même sur plusieurs choses que vous avez dites. Il y a bien un dispositif qui résume ce rôle à jouer de la Banque des Territoires, c'est ce plan climat qui est lancé en partenariat avec BPI France. Quelles en seront les priorités ? Alors, les priorités, moi, je vais parler de celle de la Banque des Territoires. Je laisse Thierry développer celle de BPI. Pour nous, on a un premier volet qui est la rénovation des bâtiments, avec 2 types de bâtiments, les logements sociaux. Vous savez que la Banque des Territoires est un grand financeur du logement social. Donc nous nous engageons à rénover les logements sociaux et à les faire progresser d'une classe défavorable à une classe plus favorable. En faisant ça, et on travaille d'ailleurs avec BPI France, on essaye de faire des ruptures. Je vais vous en donner un exemple que l'on fait avec une démarche qui Massy Rénov', c'est que plutôt que d'apporter la bétonneuse et puis de travailler logement après logement, on va faire des relevés et on va faire fabriquer dans une entreprise industrielle hors site des panneaux qui vont faire l'isolation. Et donc là, le but, c'est vraiment d'abaisser le coût unitaire de la rénovation pour pouvoir en faire plus et avoir des rénovations énergétiques performantes. Pareil pour les bâtiments publics. Ensuite, il y a les investissements, et donc ça, c'est les investissements dans les énergies nouvelles renouvelables, et notamment dans les parcs photovoltaïques. Dans d'autres régions, et en Centre-Val de Loire, ça ne va malheureusement pas être possible, c'est l'éolien offshore. Vous comprenez bien que, vu Centre-Val de Loire, ce qui est possible en Bretagne, c'est-à-dire de mettre des grandes barges d'éoliennes au large, n'est pas possible, donc on s'adapte à chaque territoire.
Si jamais le président nous trouve une grande mer avec des fonds où on peut mettre des éoliennes, on le fera, mais ça, ce n'est pas adapté au territoire de Centre-Val de Loire. Enfin, il y a les mobilités où on aide les collectivités locales à verdir leur flotte de bus. Par exemple, à les remplacer par des bus électriques ou à les remplacer par les bus hydrogène. Il y a d'ailleurs un projet à Châteauroux pour construire une centrale d'avitaillement en hydrogène vert. Donc voilà les éléments de notre plan climat côté Banque des Territoires. Merci beaucoup Olivier Sichel. Restez avec nous parce que je reviendrai vers vous tout à l'heure. Véronique Andrieux, est-ce que vous êtes parmi nous? Je crois oui, je vais vous poser également une question. Vous êtes directrice générale de WWF France et la région a souhaité que WWF France puisse accompagner cette COP, évidemment, mais vous avez également dit oui, on sera à vos côtés depuis le départ. Donc, pourquoi est-ce que vous avez été si volontaire dans l'accompagnement de cette COP régionale, qui est une des premières en France, hein, on le rappelle? Eh bien, bonjour à tous et vraiment, je regrette de ne pas pouvoir être présente parmi vous. Je salue le président, le vice-président et c'est vraiment un plaisir d'être à vos côtés pour marquer ce temps fort hein, pour le territoire. Écoutez, pour le VVF, ça fait partie de notre ADN en fait d'accompagner les territoires et les collectivités territoriales, les villes, les métropoles, les régions. C'est très important, on y croit vraiment. Comme ça a été évoqué, une COP, hein, c'est une conférence des parties, mais ce n'est pas un événement, ce n'est pas une conférence. C'est un processus, c'est une démarche hein, qui implique d'entraîner, d'emmener les habitants, d'emmener les acteurs économiques, qui veut dire en fait mobiliser l'ensemble des acteurs. Et l'échelle en fait locale est absolument essentielle pour vraiment réussir la neutralité carbone. Pour au moins 3 motifs. Le premier, c'est parce que les collectivités représentent 70% de l'investissement public, d'une part. D'autre part, elles ont, de par leurs compétences, des leviers majeurs sur lesquels elles peuvent agir, que ce soit la commande publique, les cahiers des charges pour les appels d'offres ou encore les politiques publiques sectorielles en agriculture et autres. Bien sûr, le plan de relance régional, là. Et puis, encore, le dernier point, c'est parce que c'est un espace concret, c'est un espace pour décider et agir de cette transition écologique avec justice sociale. Donc vraiment, pour mettre en œuvre, c'est vraiment l'échelon indispensable pour réussir la transition. Donc pour nous, c'est le fait d'accompagner depuis 2019 la région Centre-Val de Loire, ça a été en fait l'opportunité aussi de faire la démonstration par la preuve que la transition écologique et sociale est possible. Là, nous touchons... nous finalisons la phase d'engagement avec la signature de cet accord de COP régional, mais nous allons passer, nous sommes déjà, comme ça a été évoqué, dans l'action, dans la mise en œuvre avec des actions concrètes, dont je pense que nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure. Et donc pour nous, c'est très important d'accompagner et d'être là dès le début. Nous l'avons fait en 2017 aux côtés de la métropole Rouen-Normandie et là, depuis 2019, aux côtés de l'ADEME et de la région pour la région Centre-Val de Loire. Voilà, pour nous, c'est très important d'avoir cette capacité d'embarquer les acteurs et de produire des engagements collectifs et d'arriver à faire dialoguer en fait des acteurs qui se connaissent peu ou mal et sur des sujets qui ne sont pas faciles parce que qui impliquent des changements en profondeur et souvent des enjeux très complexes. Oui. Oui, c'est bien une des clés de la réussite hein, de cette COP, c'est de créer des passerelles entre des acteurs qui, jusque-là, ne dialoguaient pas beaucoup hein, sur ces enjeux, climat, énergie, étaient un petit peu en silo. Comment est-ce que vous pouvez, vous, faciliter le dialogue entre les acteurs, l'échange sur des thématiques, hein, vous l'avez dit, qui sont complexes, qui sont à géométrie très, très multiple, enfin complexe? Nous, la COP a été dès le départ, enfin dans le cadre de cette collaboration avec l'ADEME et la région, au cœur en fait de ce qu'on voulait faire. Alors nous, notre rôle au VVF, ça a été d'appuyer en termes de facilitation, de structuration, d'animation en fait de ces ateliers. Ça a été évoqué, c'est
35 coalitions, je crois, plus de 400 acteurs locaux mobilisés, plus de 170 ateliers réalisés. Enfin, c'est quand même, voilà, il y a une granularité et une animation très importante. Donc, nous, on a accompagné et appuyé à ce niveau-là. Mais une autre partie de notre contribution, c'est aussi de mettre à disposition des différents acteurs nos retours d'expérience des autres processus COP local qu'on a appuyés, mais aussi de nos secteurs et de nos programmes d'intervention, ainsi que notre expertise technique et sectorielle sur des sujets complexes tels que la biodiversité, l'énergie, les forêts, par exemple, ou l'agroécologie. Voilà, donc ça, c'est comme ça que nous avons accompagné et soutenu. Merci beaucoup Véronique Andrieux. Vous avez parlé de l'ADEME. L'ADEME, c'est vraiment un partenaire tout naturel pour cette COP régionale. Je vais me tourner vers Mohamed Amjadi, qui est le directeur régional de l'ADEME, donc Agence de transition énergétique. Tout de suite séduit par cette COP régionale, la perspective de se lancer donc sur ces objectifs ambitieux et ce processus assez ambitieux mais également très très concret. Ce dispositif pour vous, il est efficace pour passer à l'action justement, pour être dans l'action de cette transition énergétique? Tout à fait. Un, deux. Oui, ça fonctionne. Oui. D'abord, bonjour à toutes et à tous, monsieur le Président, monsieur le Vice-président. Donc ravi d'être aujourd'hui avec vous. Donc à cette étape, une étape intermédiaire, comme Charles Fournier l'a rappelé, d'un processus qui a vocation à durer. Et puis l'ADEME, naturellement, quand Charles Fournier m'a proposé la réflexion, le projet, il y a maintenant plus de 2 ans, naturellement, on s'inscrit dans une continuité d'action commune, de partenariat qui a aujourd'hui plus d'une 20aine d'années, voire même une 30aine d'années, parce qu'on a une habitude de travailler sur ces sujets, sur ces enjeux, et qu'on porte, et j'espère qu'on continuera à porter de la même manière, parce que les enjeux sont de plus en plus importants. Et naturellement, les actions et l'ambition de cette COP s'inscrit dans l'action de l'ADEME, voire même dans l'ADN de l'ADEME, et 3 raisons principales qui ont fait qu'on a été de manière naturelle. La première, on est dans une dynamique de la mise en œuvre de la transition écologique sur le territoire, sur nos territoires et dans nos différents territoires et à l'échelle des différents échelons de nos territoires, parce que c'est aussi la réalité. La transition va se faire et va se mettre en œuvre différemment en fonction des échelons des territoires et de nos acteurs. Ça, c'est un élément important. Et le rôle de l'ADEME dans tout ça, c'est tout simplement finalement une continuité d'action, mais au-delà de la continuité d'action, c'est une manière d'accélérer, une manière de faire autrement, une manière de porter un regard différent et surtout d'aller chercher ceux qui n'étaient pas ou qui ne sont pas jusqu'alors finalement engagés ou qui sont un petit peu à côté de ces réalités qui sont portées par la transition écologique. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'ambition. Non pas une ambition finalement de définition des enjeux, mais c'est une ambition d'action sur le territoire. Et là, par le passé, par l'historique, par tout ce qu'on a pu faire jusqu'alors, on sait que c'est compliqué d'aller et de mettre en œuvre et d'accélérer la mise en œuvre d'actions sur le terrain. Et tout simplement, l'accompagnement de l'ADEME se fait par différentes manières. En particulier, c'est d'apporter de l'aide financière, de mettre à disposition de l'expertise, de mettre à disposition des outils de formation, de sensibilisation, des guides et un ensemble d'outils pour que l'ensemble des acteurs puissent s'en saisir et voir sous quelle forme ils peuvent mettre en œuvre, transformer, concrétiser les éléments de transition écologique sur leur territoire. Et l'objectif est clair, c'est accélérer. Donc c'est mettre en œuvre rapidement, mais surtout mettre de l'ambition derrière les différentes actions et les différents enjeux et les différents, finalement, engagements dans nos territoires. Et on l'a bien vu à travers l'accord tel qu'aujourd'hui il est, avec les différents engagements qui sont portés des différents acteurs, à la fois les citoyens, les entreprises, nos collectivités à différents échelons, et qu'on est bien sur des ambitions et des enjeux différents, mais l'intérêt, c'est bien la somme des engagements des uns et des autres qui feront qu'on arrivera, dans un temps rapide, on espère, finalement, à concrétiser la transition énergétique sur nos territoires. Et puis le troisième, c'est de travailler différemment. Charles Fournier l'a rappelé. Seuls nous, acteurs je dirais politiques ou acteurs institutionnels, on n'y arrivera jamais. On a besoin de la mobilisation de tous et pour ça, on a besoin que chacun puisse jouer son rôle.
le citoyen, donc a une responsabilité en tant qu'acteur citoyen, et puis ensuite les institutions, les différentes institutions et les acteurs économiques ont également leur propre rôle. Et là-dessus, c'est bien de mobiliser, finalement d'accompagner un changement de comportement, un changement de faire, et tout simplement envisager une société différente avec des enjeux différents, et puis finalement une réalité différente pour qu'on puisse laisser aux générations futures finalement des territoires qui répondent et qui correspondent finalement à une manière de vivre de demain. Travail collectif, rassembler les forces et aller dans le même sens. Deuxième question, l'État n'est pas représenté là aujourd'hui, mais évidemment c'est un acteur très impliqué dans ces dossiers de transition énergétique, écologique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le plan de relance national ou le CPER, donc le contrat de plan État-région ici en région, va nous aider, va aider la région à accélérer sa transition? Alors, si on dit l'État n'est pas représenté, je pense que si je dis ça, monsieur le préfet, qui est le délégué régional de l'ADEME, ne va peut-être pas apprécier l'expression. Donc d'une manière ou d'une autre, nous portons d'ailleurs sur le territoire la politique de l'État, concrètement. Donc nos moyens financiers sont issus des deniers de l'État, des deniers publics. Donc clairement, on est bien dans la mise en œuvre d'une politique de l'État, d'une concrétisation des ambitions de l'État en matière de transition écologique. Donc ensuite, on a des outils, effectivement, des outils ambitieux. Le premier, donc ça a déjà été abordé à la fois par Monsieur le Président, mais également par Charles Fournier, c'est le plan de relance. Plan de relance, un outil aujourd'hui ambitieux, un outil exceptionnel et qui est concret. Qui n'est pas que des engagements, ni seulement des annonces, mais c'est une réalité au moins pour l'ADEME, parce qu'il permet de doubler le budget de l'ADEME, donc aujourd'hui, ce qui est assez conséquent. Et la concrétisation de ce plan de relance, c'est qu'elle s'est déjà faite dès 2020, parce qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives et d'appels à projets qui ont été lancés, et on a eu des entreprises qui se sont mobilisées en région, et des grosses entreprises, et des petites et des moyennes, et qui ont bénéficié d'une partie importante des fonds parce que ça se compte en millions d'euros. Donc ça, c'est aussi une réalité et cet argent vient alimenter la réalité de l'écosystème économique de notre territoire et qui va permettre à un certain nombre d'entreprises finalement de s'engager sur cette voie, sur cette trajectoire de la transition écologique. Ça, c'est un enjeu important et c'est une réalité et je crois qu'on peut se féliciter de ces éléments. Ensuite, on a d'autres outils. Et ce plan de relance ne permet aujourd'hui d'irriguer l'ensemble des acteurs économiques du territoire. À la fois de très grandes entreprises, parce qu'il y a des dispositifs spécifiques qui sont orientés grandes entreprises, mais également des systèmes et des outils qui sont adaptés à des petites et des moyennes entreprises, et d'autres qui sont même adaptés à des associations notamment. Donc il y a eu un dispositif en fin d'année 2020 spécifiquement pour accompagner les associations qui sont impliquées dans l'ESS. L'économie sociale et solidaire. Donc on a accompagné à travers ce dispositif une vingtaine d'associations en région, tout simplement en leur apportant une partie de trésorerie, parce qu'on savait très bien et on a identifié que ces entreprises avaient des difficultés à pouvoir terminer l'année sur le plan de trésorerie. Donc on a accompagné sans aucune difficulté un accompagnement spécifique pour ces associations. Ensuite, on a des dispositifs particuliers sur les TPE, PME, un certain nombre qui ont été lancés d'ailleurs très récemment, la semaine dernière, et d'autres qui sont à venir, notamment en direction du tourisme durable. Et tout ça se discute avec l'ensemble des directions de la région, parce que l'objectif, c'est de créer des synergies entre le dispositif national et puis la politique régionale, et non pas que tout ça fonctionne en silo, mais au contraire qu'on se croise et qu'on essaie d'apporter les éléments de réponse les mieux adaptés à des réalités des acteurs de notre territoire. Et je crois qu'on peut se féliciter de ça. Ensuite, on a un outil qui est historique, effectivement, qui est le CPER, le contrat de plan État-région. Donc j'ai vécu un certain nombre d'échéances, et puis on a une nouvelle 2021-2027 qui est en cours de finalisation. Donc les grandes lignes sont déjà tracées. Maintenant, il faut passer à la finalisation du document. Et la transition énergétique est en très bonne place avec des enjeux importants, avec des enveloppes conséquentes. D'ailleurs, l'ADEME a apporter une complémentarité à son budget par rapport à la période passée. Donc on a augmenté sensiblement la participation, mais aussi la région, donc parce qu'on est à égalité sur ce volet transition écologique. Et l'idée, c'est bien d'accélérer et de finalement croiser les données. Et je me permets, parce que à la fois la Banque des Territoires, donc nos partenaires, mais également la BPI, donc on est sur un certain nombre de projets. On se croise, on se donne de l'information, on s'échange de l'information, parce que l'objectif, c'est d'accompagner avec l'ensemble des outils disponibles sur le territoire de manière rapide et efficace les acteurs de notre territoire.
Donc on a bien un ensemble d'acteurs, et tous, les acteurs institutionnels, les partenaires, et jusqu'aux citoyens, tout le monde va dans le même sens, les mêmes objectifs, aujourd'hui des outils et les moyens de passer à l'action. Federica Miliardo, je me tourne vers vous. Je vais quand même donner vos états de service parce que c'est assez impressionnant. Vous êtes professeur en physique, vous êtes membre de la Commission nationale pour l'éthique de la recherche et la bioéthique, et vous avez accepté de présider donc le conseil scientifique de la COP Centre-Val de Loire, qui est un peu notre GIEC régional. C'est comme ça qu'on l'appelle, nous. Et donc en tant que physicienne, donc vous accordez énormément d'importance à la validation scientifique pour guider l'action, pour avancer. Et pour intervenir aussi, pour entrer dans l'action, il faut une validation du sens de cette action, une validation scientifique. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que notre COP régionale illustre bien cette méthode scientifique et cette approche scientifique? Oui, absolument. Bonjour d'abord et merci. Je commence tout le temps, toujours avec un grand merci au président Bonneau et au vice-président Fournier pour ces COP qui est vraiment une initiative excellente et je dirais unique. C'est vraiment une occasion unique, surtout pour nous, pour les scientifiques, pour être concrètement au service de la société. Et oui, comme vous avez annoncé, en tant que scientifique qui travaille dans un contexte international depuis plus de 25 ans, et mon ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, heureusement étant déjà dans ma nature, m'a appris 12 enseignements fondamentaux que je porte dans ces conseils scientifiques. Et la première leçon que j'ai tirée, et il faut qu'un changement d'échelle, qui a évidemment résonné avec mon esprit de physicienne, et qu'un changement d'échelle est très important et fondamental pour accomplir les objectifs de la COP. Et ça veut dire que c'est que les organisations internationales, les institutions intergouvernementales, les gouvernements identifient à l'échelle mondiale en termes de priorités ou de risques de la COP, doit pouvoir se décliner à l'échelle régionale. Et vice-versa, ce qui est valable dans notre foyer, dans notre village, dans des réalités plus petites, où on trouve fortes des valeurs comme la solidarité, l'affection, les soins des autres, les sentiments de protection, doit être valable à l'échelle régionale, nationale et internationale. Et le deuxième enseignement que j'ai tiré par cette expérience internationale est que la clé se base sur les dynamiques qui s'instaurent dans les différentes réalités. Et que la clé du succès de tout projet, de toute initiative, de toute démarche est la diversité. Et diversité, ça veut dire égalité d'accès et d'opportunités pour les femmes et les hommes, l'implication de toutes les classes sociales et la valorisation des compétences et du travail de ce qu'on appelle l'environnement ordinaire, c'est-à-dire de tout ce qui rend possible notre vie. Au quotidien. Donc, ce conseil scientifique de la COP, il est composé d'une cinquantaine d'experts, de chercheurs, de professeurs, à peu près 50. Il a vocation à accompagner ici, sur les territoires, tous les acteurs qui entrent en action, les accompagner sur effectivement la formalisation de leurs engagements, savoir si l'efficacité de leurs idées potentielles. Mais vous avez aussi accompagné, je crois, le panel citoyen de la construction de l'accord COP, et vous accompagnez la région pour l'évaluation et le suivi de cette
entrée en action de la COP. Je crois qu'il y a quelques évolutions qui sont envisagées sur ce conseil scientifique. Oui. Nous avons fait un gros renouvellement de notre conseil scientifique. Ils sont épuisés, en fait. Oui, non, nous avons bien travaillé. D'abord, je voudrais préciser que la COP n'est pas seulement importante. La COP est fondamentale pour notre avenir. Et la COP, c'est une démarche pour laquelle je n'arrête de remercier le président Bono et le vice-président Fournier, qui est très complexe pour sa nature interdisciplinaire et transdisciplinaire. Et qui combine d'un côté, nécessite de combiner, de mélanger des compétences scientifiques de différents domaines. Et de l'autre côté, nécessite d'une concrète synergie entre tous les acteurs. Et donc, notre conseil scientifique, c'est ça un peu que j'ai essayé de porter dans ce conseil scientifique, répond à la demande en termes d'interdisciplinarité pour sa capacité de faire dialoguer, de faire croiser des compétences vraiment complémentaires. Qui vont de la botanique à l'archéologie, de l'écophysiologie à la biologie, à la chimie, à la géographie et à la physique, évidemment. Et donc, c'est vraiment... Ça serait, comment dire, une configuration pluridisciplinaire. Mais nous avons vraiment la capacité d'échanger de manière constructive, et donc de devenir plutôt interdisciplinaire. Ce renouvellement que nous avons ces derniers mois nous a permis d'abord d'identifier, excusez-moi, oui, c'est pas évident, parce qu'ils sont les faux amis pour l'italien. Identifier les cinq référents thématiques, un référent thématique pour chaque levier. Et donc l'agriculture, l'habitat, la mobilité, la biodiversité et l'économie circulaire. Et aussi d'identifier dans des nouveaux membres dont le nombre total est à peu près 35. Donc, on a changé vraiment de configuration, oui. Des compétences plus spécifiques pour mieux cibler les objectifs de la COP. Et tout ça nous permet, cette nouvelle configuration nous permet, comment dire, de pouvoir rendre concrètes, palpables et visibles nos actions. Très bien, donc en fait, il y aura des spécialistes qui vont accompagner les actions spécifiques dans chaque domaine qui sont au sein de la COP, des coalitions, etc. Oui. Nos tâches sont l'accompagnement, l'évaluation des engagements, l'accompagnement des porteurs d'engagement et les suivis, comme vous l'avez précisé, et des engagements en termes des indicateurs et des trajectoires à l'échelle régionale. Très bien. Merci beaucoup, Federica. Je vais me tourner à présent vers Thierry Martignon, qui est avec nous à distance également, directeur régional donc, de BPI France, Banque publique d'investissement. La BPI France se mobilise pour accompagner les entreprises dans la transition énergétique. Vous êtes, vous aussi, un des acteurs qui avait rejoint la COP régionale avec plusieurs dispositifs, notamment de financement, qui sont dédiés à ces thématiques de la transition énergétique et écologique. Est-ce que vous pouvez détailler quelques-uns de ces outils de financement de la BPI France ? Volontiers. Bonjour à tous, je voudrais saluer. Et je crois que vous avez une aide visuelle qui va être projetée également. Très bien. Ouais, je voudrais avant tout saluer donc, le président Bono, le vice-président Charles Fournier, et puis bien évidemment notre actionnaire Olivier Sichel, et puis remercier donc la région de nous avoir associés donc à cette COP. Je pense qu'on est assez avancé effectivement dans cette région par rapport à d'autres sur ce sujet-là. Donc merci, et bien évidemment un petit clin d'œil à Julie Agathe, avec qui on bosse pas mal de manière articulée sur l'ensemble de ces projets. Oui, effectivement,
la transition énergétique est essentielle, c'est même stratégique. Hein. Si je reprends les punchlines de notre directeur général Nicolas Dufour, on a 3500 jours entre guillemets pour sauver la planète, et donc effectivement il faut s'y mettre. Et donc on a cette ambition d'être la Banque du climat en termes de financement, et c'est ultra stratégique. Voilà, au travers, parmi tous les enjeux prioritaires et stratégiques, le climat fait partie d'un enjeu ultra prioritaire pour BPI France sur les années à venir. Nous avons effectivement, comme le disait donc, Mohamed, grâce au plan de relance, des ressources aujourd'hui qui sont effectivement très importantes sur le sujet, et ce qui nous permet donc de pouvoir apporter et accompagner donc, des solutions et de financement et d'accompagnement aux entreprises, puisqu'on articule parfaitement nos interventions entre la Banque des territoires plutôt sur les infras et sur les collectivités, de notre côté les entreprises qui sont sur ces mêmes sujets. Alors, Olivier Sichel a cité le projet à Châteauroux qui s'appelle le projet Iber sur de l'hydrogène. On sera associé indirectement au travers du financement que l'on pourra faire donc, aux entreprises. Alors donc BPI France est engagé sur ce sujet, sur ce climat, sur d'abord accélérer la transition avec des solutions, donc, comme je disais, de financement et d'accompagnement. Historiquement, déjà, BPI France était très présent dans le financement des ENR. Historiquement, ça remonte à plusieurs dizaines d'années avec les premiers financements des fermes éoliennes, des fermes photovoltaïques, et ça, on continue à le faire. On le fait également en offshore, comme disait Olivier Sichel, pas trop en région Centre-Val de Loire, mais on le fait aussi avec des gros tickets d'intervention. Et puis, bien évidemment, on est aussi très présent, de par notre rôle sur le financement de l'innovation, sur le financement donc, de l'écosystème de l'innovation, de la transition énergétique, et notamment des green tech. Alors, avec l'ADEME, on a développé un tout premier produit, d'ailleurs, qui s'appelle le Prévert ADEME. Donc, c'est une solution de financement qu'on va donc déployer sur 2021 et sur 2022, avec des capacités importantes, puisqu'on aura 1,5 milliard d'euros à distribuer auprès des entreprises pour les inciter à financer la transition énergétique. Et nous sommes en partenariat extrêmement serré, extrêmement rapproché avec l'ADEME et notamment en région, avec un premier Prévert ADEME que nous avons pu faire avant la fin de l'année sur un très beau projet, une première mondiale sur une entreprise qui se trouve sur l'agglomération d'Orléans qui s'appelle Orion, dans le retraitement des mousses de matelas. Donc qui effectivement nous permet d'avoir su démontrer avec l'ensemble des acteurs de la région qu'on pouvait financer ce type de projet, puisqu'il y a à la fois des interventions de la région, il y a une intervention de l'ADEME au travers d'une grosse subvention, des interventions également donc de l'innovation chez nous, et puis une intervention sous forme de financement avec l'ADEME sous forme de Prévert. Et puis ce Prévert, nous allons le déployer de manière massive sur 2021 et 2022 avec des tickets d'intervention qui peuvent aller jusqu'à 5 millions d'euros. Donc on est vraiment dans une approche au niveau donc, des entreprises qui n'est pas entre guillemets punitive, mais vraiment pour accompagner les entreprises à trouver des solutions pour évoluer effectivement vers de la transition énergétique, vers une moindre émission de gaz à effet de serre dans le cadre de la stratégie nationale du bas carbone. Donc ça, c'était la partie financement. Il y a d'autres produits de financement également sur la méthanisation, et je remercie l'ADEME, je remercie Mohamed de nous avoir associés complètement à un appel à projet qui est très important pour la région, qui est l'appel à projet méthanisation, qui a été lancé, je crois, donc dès novembre, et qui nous permettra, aux côtés de l'ADEME, avec sa partie ingénierie, de pouvoir participer au financement donc, de ce type de projet, où il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs bancaires pour financer ce type de projet. Et on sait qu'on aura sur la région, de par la spécificité agricole, d'avoir des projets intéressants, des projets structurants pour la région, et on commence déjà à regarder certains projets avec l'ADEME pour proposer donc notre offre de solutions de financement sur les pré-méthanisation. Important aussi l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est aussi d'apporter donc des solutions au travers d'un outil qu'on a développé aussi avec l'ADEME, qui est le Diag Ecoflux, et donc qui permet de manière très simple, à partir d'experts qui ont été agréés et validés par BPI France et par l'ADEME, de travailler sur 4 items, qui est l'eau, l'énergie, les matières produites ou consommées, et puis les déchets. Et ça commence très fort en région Centre-Val de Loire, puisque nous avons déjà, à date, je regardais donc les chiffres, 210 diagnostics qui ont été soit réalisés, soit en cours de demande.
Et la région Centre représente 17 diagnostics, donc 12 ont déjà été signés, avec 5 en cours de demande, donc ce qui représente quasiment 8% donc, du poids de la région Centre-Val de Loire sur ces diagnostics. Donc c'est le slide de l'après. Donc sur les diagnostics donc Prévert qui sont ultra simples, faits par des experts avec un accompagnement sur 12 mois, et ce qui est très peu onéreux, puisque en gros le coût est de 1 000 euros, de 1 000 à 1 500 euros pour une entreprise, donc un coût vraiment modique par rapport à ce qu'on peut effectivement voir dans les sujets de consulting, et c'est grâce encore une fois à l'ADEME que cela est possible. Donc j'incite vraiment, moi, les entreprises à utiliser cet accompagnement pour pouvoir ensuite passer à un plan d'action au travers ensuite d'une offre de financement pour la réaliser. Merci, merci beaucoup Thierry Martignon. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je vais peut-être revenir à Véronique Andrieux, si elle est toujours là. Donc VVF, on l'a dit, très impliquée dans les différentes coalitions COP, les groupes de travail, publics, privés, associatifs, qui s'attellent à des problématiques spécifiques, qui définissent un plan d'action local, régional, ambitieux. Est-ce que ces coalitions, et comment est-ce que ces coalitions répondent vraiment aux priorités d'action que vous avez définies vous-même côté VVF ? Alors oui, effectivement, nous sommes activement impliqués dans plusieurs des coalitions d'acteurs qui ont émergé. Peut-être pour en citer 2, parce qu'elles sont pleinement alignées avec des sujets que nous portons et qui sont au cœur de nos priorités. Il y aura la coalition méthanisation que nous animons aux côtés de GRDF, et il y a aussi la coalition autonomie protéique qui donc est en lien en fait avec la lutte contre la déforestation importée. Donc sur ces 2 sujets, nous sommes très mobilisés. Peut-être pour vous donner un peu plus de détails, et c'est aussi en lien avec les ateliers Cap sur la COP qui ont été évoqués tout à l'heure. Sur la coalition méthanisation, par exemple, elle a été créée en juin 2020 et elle se réunit 1 fois par mois avec toute une série d'acteurs, dont des acteurs financiers. Et c'est très important parce que ces objectifs sont notamment la création d'un fonds d'investissement pour accompagner ces projets. Par ailleurs, l'amélioration de l'acceptabilité des projets de méthanisation dans la région, et aussi la mise en pied de contrats de réciprocité entre les territoires urbains et ruraux dans la région. Donc demain justement, 4 février, demain est prévu un webinaire que nous organisons pour présenter un guide élaboré par le WWF sur les conditions de durabilité des projets de méthanisation. Et donc c'est dans le cadre des ateliers Cap sur la COP, vous avez présenté tout à l'heure le programme. Donc ça c'est déjà une première action concrète dans la mise en œuvre de cette COP. Sinon, côté autonomie protéique, alors là, l'objectif, c'est de développer la filière des protéines végétales pour la consommation locale. Et donc, ça passe, évidemment, nous ne sommes pas seuls, c'est avec au moins, il y a 35 entreprises et des coopératives agricoles. Il y a aussi, bien sûr, la Chambre régionale d'agriculture et des instituts de recherche qui donc ont animé et participé activement, et avec l'idée donc de proposer des solutions concrètes en matière par exemple de rotation des cultures, comment intégrer les légumineuses, les protéagineux, ou encore en termes de vente et de commercialisation, comment bien investir les circuits courts. Donc tout ça, c'est des solutions très importantes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne est responsable de 1/3 de la déforestation importée, parce qu'on met dans nos assiettes souvent des aliments qui ont une empreinte déforestation ou conversion d'autres écosystèmes, des prairies, des savanes. Et ça, vraiment, il faut mettre un terme à tout ça. Donc, nous pouvons agir soit par nos achats quotidiens en tant que citoyens, consommateurs, mais aussi, bien sûr, la région, les métropoles, les villes, à travers, et les collectivités, à travers la commande publique, bien sûr, et nos achats en entreprise. Donc, c'est vraiment une manière d'agir pour tous. Là aussi, un webinaire est prévu. Là, ce sera le 10 février. Et nous présenterons notamment la campagne Together for Forest, donc Ensemble pour les forêts, qui est une campagne qui est portée par le WWF et d'autres organisations de la société civile pour demander une législation européenne contraignante pour interdire la mise sur le marché européen de produits responsables de déforestation ou de conversion d'écosystèmes.
voilà. Mais nous aurons aussi l'occasion de présenter les travaux de la coalition autonomie protéique, bien sûr. Ouais, et on sait à quel point vous avez une audience et une belle notoriété auprès du grand public. Donc très important que vous puissiez porter ces sujets auprès du grand public, les faire partager, les faire comprendre les enjeux. Mohamed Amjadi, je me tourne vers vous parce qu'elle a cité à plusieurs reprises la méthanisation, hein, Véronique Andrieux. Donc c'est un sujet qui est assez présent, assez important. Est-ce que vous-même, vous êtes témoin d'une forte attente sur ces enjeux de méthanisation? Effectivement, c'est un jeu un enjeu ou plutôt une activité qui est présente en région et qui monte en charge depuis un certain nombre d'années. Ça fait maintenant 5-6 ans qu'on est ensemble avec le conseil régional et qu'on essaie d'animer le sujet avec des contributions sous différentes formes, à la fois de l'accompagnement d'ingénierie, donc de l'aide à la décision, accompagner les acteurs à mieux comprendre leurs projets et à définir les réalités économiques, mais pas que les réalités tout simplement de ces projets, parce qu'à la fois elles sont économiques, mais on a aussi une réalité, c'est celle d'acceptation de ces projets. Donc on est finalement à tous les volets. Effectivement, l'intérêt de cette coalition, c'est de faire un tour d'horizon 360 et de bien comprendre les enjeux, à la fois les enjeux sociétaux, parce que c'est des installations industrielles qui nécessitent d'être bien positionnées, qui nécessitent d'éviter de produire de la gêne vis-à-vis des riverains et de bien comprendre aussi les enjeux des entrants, comment on alimente ces installations, est-ce qu'on va faire de la production spécifique agricole, est-ce qu'on va plutôt les orienter vers la valorisation des déchets, et comment on essaye finalement de mettre autour de la table les différents acteurs, et les collectivités peuvent jouer un véritable rôle à la fois dans la mise en œuvre, dans l'organisation, mais également en tant que facilitateur. Mais surtout, ces unités de méthanisation peuvent et devraient et doivent même servir finalement d'exutoire à nos déchets fermentescibles, à ce qu'on appelle nos biodéchets. Donc et là, l'objet pour nous, c'est bien de créer un écosystème complet autour de cet outil. Donc ça, c'est le premier élément. Donc ça, on est vraiment là-dessus, et cette coalition va nous aider à mieux comprendre, à essayer finalement de levier un certain nombre de difficultés qu'on rencontre sur certains projets qui sont en phase de définition, voire même certains malheureusement qui sont en fonctionnement et qui posent quelques difficultés. Il va falloir essayer de régler tout cela. Et ensuite, on accompagne techniquement et financièrement. Donc on mobilise des montants et des sommes relativement conséquentes. Par exemple, en 2020, on a accompagné, je crois, 15-16 projets conjointement avec le conseil régional. C'est pratiquement plus de 10 millions d'euros qui ont été mobilisés sur cette action. Donc ça reste des montants et des chiffres assez conséquents. Alors, l'intérêt n'étant pas de mobiliser des fonds publics, mais c'est de voir quel est l'intérêt. D'abord, il y a un intérêt, comme on peut l'imaginer. À la fois, on apporte des solutions de traitement à nos biodéchets. Ça, c'est un élément concret. Sur un certain nombre d'installations, ces éléments sont intégrés. Deuxième élément, c'est qu'on a aussi une activité économique locale, non délocalisable. Et puis, il y a une réalité aussi environnementale, parce que derrière, finalement, on va valoriser du gaz vert, qu'on va réinjecter dans nos réseaux et qu'on va finalement permettre d'améliorer l'empreinte carbone de nos territoires. Donc ça, c'est un élément concret. 2021, Thierry Martignon l'a dit, donc on a effectivement relancé un appel à projet qui a été clôturé la semaine dernière. Donc on a 17 projets qui ont été déposés, donc une belle récolte, hein, vraiment une belle récolte. Maintenant, ces projets sont en cours d'instruction, d'analyse, conjointement avec les services du conseil régional, mais également de la BPI. L'objectif, et d'autres partenaires, notamment les chambres d'agriculture, mais également la DRAF, l'objectif, c'est bien d'apporter et de regarder ces projets de manière le plus globale possible, de voir leur intérêt. Mais ce n'est pas le tout. La méthanisation n'est qu'un élément des dispositifs. Je l'ai dit tout à l'heure, on a le plan de relance qui vient renforcer les dispositifs, mais on a également tout ce qu'on a pu faire et ce qu'on fait jusqu'alors et qu'on continue à accélérer et qu'on va essayer d'intensifier. Et le sujet autour de l'économie circulaire est un sujet important, et en particulier, comment on apporte des éléments de réponse finalement à l'ensemble des questions ou des axes de l'économie circulaire. Hier, d'ailleurs, avec Charles Fournier, donc on a participé à un webinaire qui a été organisé par CTO, l'éco-organisme, sur la question de la tarification incitative. Comment on accompagne, comment on incite, comment finalement on fait passer quelques difficultés qui existent à une manière d'accompagner le citoyen à mieux s'approprier ce sujet de gestion des déchets. Comment on passe d'une problématique finalement à une solution, parce que le déchet, une fois qu'on l'a géré de manière intelligente, n'est plus une question de problématique, mais devient une matière première, quelque chose qui a une valeur, c'est de la ressource et qu'on va réinjecter dans l'économie, et on est dans une réflexion globale, et c'est bien ça le principe ou les principes des interventions de l'ADEME.
Donc, on sent bien qu'il y a une accélération sur ces sujets, une accélération des projets, une accélération de l'entrée en action. Est-ce que vous identifiez d'autres thématiques qui sont comme ça en phase d'accélération, sur lesquelles il y a une attente forte du territoire ? Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que les dernières élections municipales, on a pu constater que globalement, sur l'ensemble des programmes des équipes municipales, la question de la transition écologique est présente à différents niveaux, mais on l'a, et elle existe. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis les élections, depuis que les équipes se sont installées, c'est que j'ai des contacts réguliers avec énormément de collectivités de toute taille et que ce sujet, de manière transversale, il est mis sur la table de manière quotidienne et de savoir comment on fait ensemble et avec quels outils on leur met à disposition. Et je crois qu'on a aujourd'hui des éléments de réponse assez intéressantes, Monsieur le Président, notamment les fameux CRTE qui sont en cours de réflexion et de discussion avec Monsieur le Préfet, qui vont apporter des éléments de simplification, de visibilité en termes d'accompagnement à la fois de l'État et de la région pour que chacun puisse se saisir des moyens disponibles, mais également le plan de relance va venir rajouter un coup de pouce supplémentaire pour accélérer. Donc je crois qu'on est clairement aujourd'hui dans une belle trajectoire pour essayer de répondre au mieux à la fois aux objectifs de SRADET, qui sont ambitieux, Charles tout à l'heure les a rappelés, et sur toutes ces thématiques, mais également on a, je pense qu'un enjeu commun, c'est celui d'entraîner davantage nos acteurs économiques, et on l'a vu, certaines entreprises ou un certain nombre d'acteurs ont commencé aujourd'hui à mettre le pied à l'étrier et surtout à passer à l'action sur ce sujet-là. Donc on est là en train de détailler de façon très très concrète des choses qui sont déjà à l'œuvre. Federica Miliardo, est-ce que vous pouvez là aussi nous donner des exemples un peu concrets de la façon dont le Conseil scientifique a accompagné les acteurs dans cette mobilisation? Oui. Très concret. Très concret, oui. Pas trop physique, mais très concret. Oui, même les physiciens peuvent être concrets parfois. Non, je voudrais d'abord préciser, souligner que cette interaction entre les conseils scientifiques et les acteurs sociaux répond à la demande, j'ai parlé tout à l'heure, en termes de transdisciplinarité. Donc, c'est besoin que la science a de dialoguer, d'échanger avec la société. Et c'est ça que j'ai vraiment fortement voulu dans le cadre de ces conseillers scientifiques. Et heureusement, j'ai trouvé des interlocuteurs dans le président Bono et le vice-président Fournier parce qu'ils ont vraiment soutenu et favorisé cette démarche transdisciplinaire en créant des occasions et vraiment, comment dire, un espace de dialogue et d'échange, ce qui est notre conseiller scientifique. Alors, concrètement, notre conseil scientifique, dans cette vocation transdisciplinaire, est engagé dans l'évaluation des engagements et dans l'accompagnement des porteurs des engagements, des coalitions, qui nous demandent en fait d'échanger pour éclairer leur chemin par notre regard scientifique ou technologique. Et nous avons aussi eu la chance d'avoir vraiment très enrichissantes rencontres avec les panels citoyens et les virages énergie. Et c'est vraiment une occasion unique pour nous. Et on sera engagé dans les prochains mois, dans les semaines à venir, et aussi dans les ateliers COP et dans les forums d'échange. Les forums d'échange sont coordonnés par le bureau du conseil scientifique, qui est composé par les deux vice-présidents du conseil scientifique de Tours et d'Orléans et par moi, et sont animés par les référents thématiques. Et ça, participer à ces forums d'échange sera l'occasion pour accompagner évidemment les porteurs des engagements en travaillant en transversalité avec eux. Et cette transversalité correspond de manière toute naturelle au caractère systémique des actions qui impliquent des différents leviers de la COP.
Et donc ça, c'est un peu notre rôle, c'est d'aider à structurer les engagements, de les accompagner à travers des recommandations et de les suivre, évidemment, de suivre tout leur parcours par des indicateurs, des résultats, de l'impact et par, comme je disais tout à l'heure, par des trajectoires à l'échelle régionale. Et tout ça pour les scientifiques en général, de manière générale, et pour les scientifiques qui travaillent pour la COP, comme dans le cas de ces conseils scientifiques, est vraiment important. Parce que ce qui est important, c'est pour nous de comprendre comment les acteurs sociaux absorbe les conséquences de l'impact du changement climatique. Et donc, c'est vraiment, vraiment important pour nous afin de combiner nos analyses scientifiques avec les retours d'expérience des acteurs sociaux afin d'aborder la question de la vulnérabilité, de l'adaptation et de la résilience. Et afin de pouvoir fournir des compétences et des outils scientifiques et technologiques pertinents qui puissent vraiment aider dans cette transition de l'ambition à l'action en passant par la réaction aux crises actuelles. Oui, c'est important de comprendre. Donc, ce conseil scientifique, il a vocation à accompagner. C'est pas du tout une instance qui valide, qui sanctionne, qui donne des chiffres. C'est plutôt comment ensemble, là aussi, à partir d'indicateurs qui sont scientifique, on va vers une amélioration et on a une action efficace pour aller vers une amélioration. Merci beaucoup Federica à nouveau. Je me tourne vers Olivier Sichel à présent. Parmi les domaines d'investissement de la Banque des Territoires, il y a des sujets qui sont plutôt des sujets un peu orphelins, très compliqués, parce qu'ils nécessitent des investissements à très long terme, par exemple, ou parce que nécessitent des investissements très très important, et vous avez vocation, vous, à entrer dans la danse à ce moment-là et être sur ces sujets-là. Je pense notamment à un sujet qui est assez important pour notre territoire, qui est le sujet de la reconversion des friches industrielles. Comment est-ce que vous agissez sur ce dossier-là, de la reconversion des friches industrielles, qui est un enjeu écologique, et peut-être, je crois que c'est une action que vous menez avec l'ADEME notamment. Oui, absolument. C'est très important, ce sujet des friches industrielles. Vous voyez, dans la répartition des rôles, BPI va aider et investir dans l'entreprise, mais il faut préparer ce que nous, on appelle le contenant, la zone d'accueil. Et donc, sur ces friches industrielles, il y a une action de dépollution. Et donc, ça, ce sont des investissements longs qui ont une rentabilité longue. Mais c'est pour ça qu'on vient nous chercher, nous, à la Banque des Territoires. La particularité qu'on a, c'est qu'on a la possibilité soit de prêter sur le très long terme. Et quand je dis de très long terme, c'est 30, 40, voire 50 ans. Et donc là, on peut espérer avoir une rentabilité parce qu'on est un investisseur patient. Et sur ces friches, on va les dépolluer, on va les remettre aux normes pour accueillir de nouvelles industries. Et vous savez, les industries du 21e siècle sont très peu polluantes. On le sait très très bien. Le Centre-Val de Loire est une région avec des industries très modernes. Et on va financer le foncier, financer le bâti pour accueillir ces entreprises. Il y a d'autres endroits où parfois l'investissement doit être long et on est très présent, c'est l'assainissement, les réseaux d'assainissement ou les nouveaux réseaux d'eau. Vous savez, quand vous remplacez des tuyaux d'eau, pour certains, il y a beaucoup de fuites et on perd de l'eau et ce n'est pas bon pour l'environnement. Eh bien, un tuyau d'eau, ça peut durer 40-50 ans, parfois ça dure plus longtemps. Donc, quel est l'investisseur qui va pouvoir porter ce risque pendant longtemps? Eh bien, c'est la Banque des Territoires. C'est typiquement ce genre de dossier que l'on travaille avec les élus régionaux et avec tous les acteurs des territoires.
Très bien, merci beaucoup. Et donc avec l'ADEME notamment. Thierry Martignon, vous avez évoqué un certain nombre d'outils tout à l'heure, de prêts notamment financiers, mais il y en a d'autres. Il y a des tas de choses que vous mettez à la disposition donc des acteurs de notre territoire notamment. Il y en a des nouveaux, il y en a qui apparaissent. Et donc là aussi, on est dans un processus continu d'amélioration des outils que vous pouvez mettre à la disposition des acteurs. Oui, absolument. Je crois que si on remonte à une petite année par rapport à la palette qu'on pouvait proposer il y a encore un an et celle qu'on peut proposer aujourd'hui, notamment aux ressources que l'on peut avoir ici ou là, de la part de la Banque des Territoires, de la part de notre partenariat avec l'ADEME, de la part des puissants plans de relance, effectivement, ça nous permet d'avoir aujourd'hui un panel d'intervention assez large, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure, que ce soit en financement, mais également en accompagnement. Je crois qu'il faut bien lier les deux. Et puis également un certain nombre d'outils pour accompagner donc, les entreprises en fonds propres. Je crois qu'il y a une vraie accélération dans la prise de conscience des chefs d'entreprise. Parfois, on pouvait penser qu'il y avait un peu de communication greenwashing de la part de certaines entreprises. Aujourd'hui, clairement, il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie adhésion et une vraie volonté de participer à ce changement qui doit être nécessaire auprès des entreprises, et à tel point qu'aujourd'hui, nous avons constitué une communauté d'éclaireurs, de chefs d'entreprise. On n'avait vraiment eu aucune difficulté à avoir des vocations de la part de chefs d'entreprise pour dire OK, moi je porte le sujet, je le prends avec moi et je le porte auprès d'autres chefs d'entreprise pour les inciter à également rentrer dans cette transformation complète. Nous, à chaque fois qu'il y a aujourd'hui un investissement, une demande d'investissement, on pense toujours immédiatement vert. Comment est-ce que vous allez, dans le cadre de votre investissement, quelle est la composante vert, l'item vert? Et donc, pour revenir sur cette communauté d'éclaireurs, en région Centre-Val de Loire, on en a 3, et il y a d'autres qui frappent à la porte. On appelle la communauté des éclaireurs des coqs verts. Hein. Vous voyez derrière mon écran, enfin mon fond d'écran virtuel, il y a des coqs, mais notamment le vert qui va prendre de l'importance. On a des chefs d'entreprise qui vraiment portent le sujet. Le président les connaît parfaitement bien, c'est Emmanuel Vasnex et de l'SDH, mais également Christian Sieste qui porte ce projet première mondiale de transformation des mousses de matelas, et puis également une autre entreprise qui se situe dans le nord du département du Loiret qui s'appelle Uséo et qui a compris rapidement, même avant l'heure, qu'il fallait transformer le plastique et trouver d'autres solutions, notamment pour tout ce qui est vaisselle éphémère à partir de cellulose. Donc on a vraiment des dirigeants très impliqués sur le sujet, et donc l'idée c'est bien évidemment d'entraîner tout le monde vers ce sujet-là. Mais pour répondre à votre première question, effectivement, on a une grosse palette d'outils aujourd'hui qui devient très importante chez nous, et avec une ambition effectivement de pouvoir adresser toute cette offre aux chefs d'entreprise pour accélérer ce développement, cette ambition et de la transition énergétique à tous les niveaux. Merci beaucoup Thierry Martignon. Puis on va suivre de près évidemment ces coqs verts, hein, nos coqs verts régionaux. Merci à tous pour cette table ronde. Je vais me tourner à présent vers François Bonneau, vers Charles Fournier, qui ont été très attentifs, qui vous ont écouté. Et je voudrais vous entendre justement sur ce que vous allez retenir de cette table ronde. Peut-être Charles Fournier pour commencer. Alors, peut-être déjà retenir la mobilisation de tous les partenaires, l'exigence que chacun met. En disant ça, je pense par exemple, le WWF n'est pas simplement un accompagnateur, c'est aussi quelqu'un qui nous met en exigence, qui nous pousse dans nos propres obligations, finalement, d'être à la hauteur du défi qui est devant nous. Je dis ça parce que la COP, elle crée d'une certaine manière une obligation pour tout le monde, pour nous-mêmes aussi. Elle nous pousse dans notre exemplarité, parce que pour attendre que tout le monde s'engage évidemment dans cette direction, il faut qu'à tous les endroits, il y ait cette mise en cohérence. Je crois que peut-être il faut faire plus, il faut faire plus vite, mais il faut aussi faire cohérent. Et c'est ça qui est central pour qu'une pratique ne vienne pas annuler des bonnes pratiques qui auront été réalisées ici ou là. La région d'ailleurs s'est fortement engagée dans un plan
d'exemplarité dans sa propre COP interne. Ça a été très stimulant pour les agents de la collectivité, pour nos différentes directions. Et ça, c'est vraiment un point à souligner. Comment on va plus loin, ça a mis en réflexion toutes nos activités autrement. Donc, cette diversité d'acteurs, ce niveau d'exigence que nous posons ensemble. Alors en même temps, il faut aussi dire que tout n'est pas joué. Rien n'est gagné encore à ce jour. Mais on a posé des briques qui vont nous permettre d'avancer, de confronter les points de vue. Il ne faut pas non plus laisser entendre que tout le monde serait d'accord et on serait tous dans la même trajectoire. Mais on est au moment où on va pouvoir poser les débats de manière intelligente. Je voudrais donner un exemple qui a été évoqué pendant cette table ronde, qui est celui de la transition énergétique. On voit aujourd'hui les débats qui peuvent exister dans les territoires autour de la transition énergétique, l'éolien, la méthanisation, le solaire. Eh ben, on a des coalitions qui travaillent sur ces sujets. Il ne faut pas qu'on les contourne, il faut qu'on les regarde. On a par exemple une coalition qui travaille sur transition énergétique et biodiversité. Il faut qu'on puisse travailler dans la méthanisation sur les enjeux de démocratie, sur les enjeux d'inscription dans les territoires, sur les modèles économiques de cette transition énergétique pour ne pas reproduire ce qu'on a pu connaître parfois dans le passé. Donc on se prend à bras-le-corps les sujets, y compris les sujets difficiles. Et je crois que c'est à ce prix-là qu'on y arrivera. Ce n'est pas simplement une convergence et une addition, c'est aussi une mise en intelligence et la capacité à dépasser ce qui aujourd'hui pourrait freiner des transformations importantes, parce que la marche est haute, il faut se le dire, la marche est haute et on doit se hisser à la hauteur de cette marche. Merci Charles Fournier. Alors peut-être même question à François Bonneau, donc comment vous avez assisté à tout ce qui s'est dit. Mais j'ai une autre question. Donc, lors de la session d'octobre 2020, donc le plan de relance régionale et l'accord COP avaient été adoptés, mais il y a également les programmes européens, FEDER, le CPER. Ce mois de février, en session plénière, vous allez adopter également le FEADER, de ce qui concerne le FEADER, donc financement européen. Comment est-ce que vous allez utiliser ces dispositifs aussi pour aller dans le sens et pour accompagner la transition écologique et énergétique de la COP? Alors, tout d'abord, la première question, merci. Merci de vos contributions. Elles sont pour nous une superbe stimulation parce que les choses sont engagées, sont en action, vous en témoignez. Moi, j'ai entendu des mots forts. J'ai entendu très clairement qu'il fallait changer d'échelle, qu'il y avait une nouvelle échelle. Vous avez été plusieurs à parler de l'échelle pour agir efficacement et c'est très important. C'est très important parce que, en la matière, si nous pensions verticalité, si nous pensions injonction, qu'elle soit européenne, qu'elle soit nationale, et des gens qui essaient de mettre en place péniblement sur le terrain, ça ne marcherait pas. Oui, il faut rompre avec la verticalité et il faut faire en sorte qu'entre les impulsions européennes et nationales et les impulsions, les innovations territoriales, nous ayons une vraie interaction. C'est un nouveau modèle pour l'action publique, c'est un nouveau modèle pour l'action citoyenne. Merci pour cette notion d'échelle. Deuxième élément que j'ai entendu avec beaucoup de force, et vous l'avez porté, vous avez les uns et les autres parlé d'innovation, d'accélération, et vous avez dit il ne s'agit pas de pluridisciplinarité, Federica, vous avez dit il s'agit d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité. Vous avez dit nécessité de rompre avec les tuyaux d'orgue, avec les silos. Et je crois que si on veut vraiment penser ce nouveau modèle, on voit bien qu'il y a la rencontre des sciences et la rencontre des acteurs, qu'il y a, et je veux insister là-dessus, au-delà de la rencontre des sciences, il y a, Maglone, vous le disiez, ce rapport du citoyen à la problématique scientifique et technique. Ça n'est pas que scientifique et technique. Bien sûr, c'est scientifique et technique. Mais on a parlé, Mohamed, d'acceptabilité. On a parlé d'adhésion. On a parlé d'engagement. Ça veut dire que c'est un vrai mouvement culturel. C'est un vrai mouvement d'un autre modèle de développement. Et je veux vraiment souligner ça. Et avant de répondre à la seconde question, permettez-moi de dire une chose. Il y a 500 ans, 502 ans exactement, si on prend la mort de Léonard de Vinci, se jouait à l'échelle de l'Europe quelque chose d'extraordinaire qui avait ses racines ici, c'était la Renaissance, qui a modifié beaucoup de choses dans le rapport à la science, dans le rapport à la technique, qui a, je crois, participé à créer une autre culture. Eh bien, je crois que dans cette région Centre-Val de Loire, qui a été l'épicentre de cette Renaissance, nous pouvons être
non pas pour faire cocorico, même si les coques de Thierry Martignon sont fort sympathiques, non pas pour faire cocorico, mais pour dire nous pouvons être, parce que dans cette région, il y a un esprit commun entre les acteurs économiques, entre les associations, entre les chercheurs, etc., entre les collectivités, nous pouvons être un creuset dans lequel on va peut-être éclairer un peu plus vite que d'autres ce nouveau modèle de développement, et je l'ai ressenti là. Alors oui, à la deuxième question, ce sont quoi les outils? Eh bien, dans les outils de l'Europe, à la fois avec FEDER et FSE, les fonds qui sont là pour aider au développement territorial, avec les fonds qui sont là pour accompagner l'évolution de l'agriculture, et il s'agit du FEADER. Au niveau national, avec le plan de relance et le CPER que nous avons signé, dans chacun de ces documents, dans chacune de ces priorités, nous fixons à un niveau très élevé, je dis bien nous, c'est-à-dire Europe et région, État et région et l'ensemble de ces acteurs, nous mettons la transition environnementale sous tous ses aspects, production, consommation, réduction des consommations, nouvelle mobilité, etc. Nous mettons ça en priorité. Je donne un exemple concret. J'étais il y a 10 jours à la rencontre des étudiants dans une cité universitaire qui est une cité universitaire ici sur notre métropole régionale. J'étais avec le Crous, avec les responsables, j'étais avec les étudiants. Et c'est une cité universitaire qui n'a pas encore été rénovée sur le plan climatique. Ces étudiants, ils disaient leur inquiétude, parfois leur grande précarité sociale, et on en venait à dire qu'il y avait urgence à mettre en place ce que nous avons prévu dans le CPER, c'est-à-dire une accélération de la rénovation énergétique de ce bâtiment. Parce que ça n'est pas la même chose de vivre dans un bâtiment qui est un bâtiment isolé, qui est un bâtiment performant, qui est un bâtiment dans lequel on se sent bien. Et dernier élément, oui, il y a un aspect de justice sociale derrière ça. Il y a un aspect de justice sociale et avec Charles, on a beaucoup travaillé sur la société de tiers-financement pour qu'il n'y ait pas les laissés pour compte de la transition énergétique. Que chaque citoyen, quelle que soit sa situation, propriétaire, locataire, etc., puisse être dans ce grand mouvement. Donc moi, j'ai un grand plaisir à entendre ce qui est dit. Ça nous donne encore plus d'énergie pour construire les outils qui sont les outils de contractualisation. Merci, Monsieur le Président. Alors, il va falloir signer tout d'abord. Donc, on arrive à ce moment assez solennel de la signature. Je vais vous proposer, le temps qu'on s'installe et que tous nos partenaires puissent rejoindre cet espace de signature, je vais vous proposer de revivre cette COP en images, en tout cas les 2 dernières années, donc à travers une courte vidéo qui donne notamment la parole aux différents acteurs de la COP. Je trouve qu'il y a un bel élan, une belle dynamique collective. Quand on a regardé ce que c'était, on a dit oui, ça nous correspond, on s'inscrit. On a envie d'avoir le plus d'impact possible sur la transition environnementale. C'est ce qui nous fait lever tous les matins. Ça veut dire qu'on passe à l'étape réalisation. Et ça, pour moi, c'est très important. La COP en région, c'est changer réellement les choses, agir, prendre à bras le corps l'urgence climatique, que ce soit vraiment quelque chose de citoyen dans lequel chacun a sa place à prendre. Et en prenant cette place, nous préparons collectivement le monde de demain. C'est engager de nouveaux modes de locomotion, transformer nos modes de chauffage des bâtiments, cultiver le sol différemment, c'est acheter des produits issus de la proximité. On a beaucoup échangé, j'ai rencontré des gens qui font différents métiers qui n'ont rien à voir avec le mien. Et donc c'était très enrichissant, c'était très dynamique. J'en suis ressortie aussi avec pas mal d'idées sur comment sensibiliser les jeunes en service civique qui s'engagent avec nous sur ces sujets du changement climatique. Le fait de voir cette dynamique de la COP régionale, ça nous a aidé à nous lancer en fait sur ce sujet et à vraiment acter les choses pour enclencher quelque chose de concret. Cette COP régionale, ça nous permet de travailler ensemble entre entreprises ayant les mêmes préoccupations et de trouver ensemble des outils qui vont dans le même sens, de mettre en place des indicateurs concrets qui vont être disponibles pour les entreprises agroalimentaires, disponibles et duplicables. On a un premier volet biodiversité, on a un volet sur l'eau, les déchets, l'énergie, les matières premières. On avait d'abord une entreprise de travaux publics
On faisait du recyclage à notre échelle pour compte propre. Donc l'idée pour moi, ça a été de dire ces matériaux, on va leur donner une deuxième vie par de la valorisation. Un objectif, c'est recycler 100 000 tonnes de déchets du BTP. C'est vraiment une économie vertueuse, c'est vraiment une économie circulaire. On travaille en circuit court avec tous nos partenaires, les paysagistes, les gens du bâtiment, les travaux publics. Ça sera en faveur de l'économie de la ressource et de réduire l'empreinte carbone de leur chantier. La coalition a pour objectif de vraiment mettre en place une stratégie autour des matériaux biosourcés pour arriver vraiment à les utiliser dans le cadre du bâtiment. Je prends l'exemple de la paille céréalière. La région est le premier producteur européen de céréales et donc on a un résidu très important de paille. Le but, c'est d'utiliser ce résidu pour développer des matériaux. On va diminuer l'impact environnemental parce que tout simplement, c'est des matériaux qui absorbent le dioxyde de carbone, mais en même temps, ils seront performants pour diminuer la consommation d'énergie du bâtiment. On a eu de la participation dans tous les territoires et une diversité de participation. Et je crois que c'est ça qui est très important. On avait des jeunes, des moins jeunes, des chefs d'entreprise, des communes, des associations. Donc le bilan de la participation est très bon. Et puis la deuxième dimension évidemment essentielle, c'est comment on passe à l'acte. Et là, on a aujourd'hui plus de 250 engagements qui sont pris par des acteurs sur les questions de mobilité, d'économie de l'énergie dans les bâtiments, des changements de process industriels, sur la question de la biodiversité, bref, les thématiques qui sont au cœur du changement climatique. Cet accord va continuer à vivre et dans 2 ans, on évaluera les effets de ce que nous avons décidé maintenant. Et voilà, et donc voilà venu le moment de la signature. Donc je vais inviter les partenaires, les élus à rejoindre le pupitre sur lequel est déposé donc le document que vous allez signer. Et donc c'est parti maintenant. Donc je vous invite à rejoindre le pupitre. Véronique Andrieux est à distance, mais elle est bien signataire et elle est avec nous et elle a déjà signé le document. Magie de la distance présence. Donc voilà, vous pouvez signer, vos noms sont là et c'est ce moment, il vous appartient. Alors, comme on ne vous entend pas, je vais essayer de retrouver votre micro. Ça se fait en direct. Hein. Donc ça, ah non, oui, c'est ça. Peut-être un petit mot sur ce moment. Le seul petit mot que je voudrais dire est merci. Merci en nom de la science. Vous l'avez beaucoup dit, merci, mais on l'a retenu que voilà, vous disiez merci. C'est important d'être conscient que c'est une occasion unique même pour nous les scientifiques. Très bien. Donc merci. Alors, qui signe à présent? C'est Charles peut-être? Tout le monde a signé. Très bien. Un petit mot peut-être de la part de Véronique Andrieux. Qui a signé elle-même déjà et qui est à distance? Un petit mot. Bien, pour ma part, c'est vous dire que c'est la COP de la région, la COP des acteurs qui l'avaient co-construite. Nous, on est fiers d'avoir accompagné ce processus. Là, la signature, c'est vraiment une étape importante. Et là, ce qui vient, voilà, c'est le passage à l'action. On l'a aussi entendu de la part donc, des citoyens qui se sont exprimés dans la vidéo et de vous tous. Donc, c'est vraiment là, entre guillemets, c'est maintenant que ça commence et c'est vraiment un peu le test de réalité par rapport à la capacité des différentes parties prenantes, des différentes forces vives du territoire de mettre en œuvre. Nous, on sera là pour accompagner avec exigence, avec détermination et avec enthousiasme la mise en œuvre et le suivi en fait de ces engagements et leur traduction en actes concrets et en mesures concrètes. Et du coup, on a mis en œuvre certains outils pour ça. Mais voilà, donc ce sera très intéressant et d'accompagner maintenant cette nouvelle étape et nous assurer qu'on arrive à des résultats collectifs à la hauteur des ambitions. Comme ça a été dit, c'est fondamental. On ne peut absolument pas se rater sur cette prochaine décennie. Et puis, dans 2 ans, rendez-vous pour voir effectivement si on a avancé comme on s'y est engagé. Eh bien, on vous attend de pied ferme, en vrai. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, bravo.
Vous pouvez vous applaudir également, vous, chez vous, puisque vous êtes sans doute des acteurs également de cette COP déjà. Vous êtes déjà engagés dans cette COP. Merci à tous. J'ai une petite pensée particulière pour Yann Joss, qui nous a beaucoup aidé pour préparer cette matinée. Donc voilà, je le salue, je suis sûre qu'il regarde. Et puis, donc, merci à tous et bonne journée. À très bientôt sur les chemins de la COP. Au revoir.